La salle de lecture du bureau de l'avocat Samuel Parker ressemblait à une bombe prête à exploser. 20 proches s'entassaient dans un espace prévu pour 10, avec une tension si épaisse qu'on pourrait le couper avec un couteau. Mon père, Henri, occupait le premier rang, impeccable dans son costume à 3000 reais, vérifiant sa Rolex toutes les demi-minutes, comme s'il avait des engagements plus urgents que cela. À côté de moi, ma mère, Linda, serrait son sac à main de créateur contre sa poitrine, ses jointures blanches à cause de la force avec laquelle elle le tenait. Elle ne m'avait pas dit un mot depuis les funérailles, mais ses regards glaciaux disaient tout ce qu'elle pensait. Cela prend trop de temps, grogne mon père auprès de son avocat personnel. J'ai une réunion du conseil d'administration à 3 heures. Même là, lors de la lecture du testament de sa mère, le travail passait avant tout. C'était le portrait fidèle d'Henri Miller, un homme qui connaissait le prix de tout, mais la valeur de rien. Mon oncle Charles s'appuya contre le mur, sa présence imposante prenant de la place pour deux. Aîné des 3 enfants de grand-mère, il avait hérité de sa taille mais pas de sa sagesse. Ses yeux rouges parcouraient la pièce, calculant, mesurant, dépensant déjà mentalement de l'argent qui n'était pas encore le sien. À côté, Émilie, sa 3e femme, la moitié de son âge, se limait les ongles d'un air ennuyé. Je ne connaissais grand-mère que depuis 8 mois, mais elle était là, prête à en récolter les fruits. 60 millions, murmura Charles à son frère James. Même divisé en 3, après impôts, il y en a au moins 13 chacun. James hocha la tête anxieusement, avec des gouttes de sueur sur le front malgré la climatisation. Le plus jeune de la famille avait passé sa vie d'adulte dans les casinos, toujours à un pari du gros lot. Son ex-femme, assise 3 rangées en arrière avec leurs 2 fils adolescents que je n'avais vus qu'une seule fois dans ma vie, complétait le tableau. Tout le monde voulait sa part de l'empire de Margaret, Maggie, Miller. Les côtés de la pièce étaient remplis de cousins éloignés, de parents que je reconnaissais à peine et même d'étrangers. Un petit ami nouvellement arrivé écrivait quelque chose sur son téléphone portable, comme s'il prévoyait déjà des investissements. C'était dégoûtant. 4 jours plus tôt, nous avions enterré grand-mère et ses vautours bavaient déjà d'anxiété. « Où est Samuel ?» demanda mon père, sa voix coupant les murmures. C'est un manque de professionnalisme. La porte s'ouvrit et Samuel Parker entra, portant une mallette en cuir. À 74 ans, il évolue avec le calme de quelqu'un qui a appris à ne se précipiter sur personne. Avocat de grand-mère pendant 4 décennies, il a vu son empire maritime naître de toutes pièces, il a suivi chaque victoire et chaque échec. Son visage était impassible, mais lorsque nos regards se croisèrent, quelque chose se passa entre nous. Ce n'était pas exactement de la compassion, mais peut-être de la compréhension. « Merci à tous d'être venus », commença-t-il en plaçant le dossier sur la chaire. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que le testament de Madame Miller a été rédigé avec une extrême précision et qu'il est juridiquement inattaquable. Toute tentative de le défier se heurtera à toute la rigueur du bureau qu'elle a contribué à construire. Mon père renifla. « Allons-y, Samuel. Nous savons tous pourquoi nous sommes ici. » La mâchoire de l'avocat se serra, mais il maintint sa posture. « Très bien. » Il a ouvert le dossier. Dernière volonté et testament de Margaret Maggie Miller, rédigé 8 mois avant sa mort. Le silence envahit la pièce. C'était le moment que tout le monde attendait, le jour de paix qui résoudrait les dettes, financerait les rêves et satisferait l'avidité de tous. Mais je n'ai pas pensé à l'argent. Je me souvenais de la main de grand-mère dans la mienne, 4 semaines plus tôt, si légère qu'elle semblait déjà appartenir à un autre endroit. Je me suis souvenu du dernier coucher de soleil que nous avons vu ensemble, depuis la fenêtre de sa chambre, de la lumière se reflétant sur les larmes sur son visage lorsqu'il disait qu'il était fier de moi. Aucune des personnes présentes n'était présente à ce moment-là. Aucun. Samuel a retiré le premier document. Le journal, solennel et important, cachait quelque chose de plus. J'ai vu les enveloppes scellées au bas du dossier. Ses doigts ont hésité une seconde sur le dernier, et quand il a levé les yeux, il m'a regardé droit dans les yeux. L'avocat s'éclaircit la gorge, ajusta ses lunettes et commença à lire. Et dès les premiers mots, j'ai su, grand-mère avait préparé quelque chose auquel personne ne s'attendait. Après tout,
Maddie Miller n'avait jamais rien fait de manière conventionnelle et elle ne commencerait certainement pas maintenant, dans ses derniers adieux. Il y a 4 ans, je faisais partie du groupe. Un contremaître à Seattle, dirigeant des équipes sur des sites commerciaux et retournant dans un appartement d'une chambre qui sentait la cuisine de son voisin. Mes journées commençaient à 6 heures du matin, avec du café noir et des plans d'étage, et se terminaient à 8 heures du soir, avec une bière et n'importe quel jeu à la télévision. C'était une vie simple et prévisible et je ne me plaignais pas. Ma relation avec ma famille a toujours été un puzzle dont il manque des pièces. Mon père, Henry Miller, un poids lourd de la banque d'investissement, nous avait transférés de Seattle à San Francisco quand j'avais 15 ans, pour revenir seul 3 ans plus tard, me laissant me débrouiller seul à l'université. Il envoyait de l'argent, bien sûr, mais jamais de temps, jamais d'attention. Nos conversations ont duré le temps nécessaire pour qu'il confirme que je ne ternis pas le nom de famille. « Travaillez-vous dans le bâtiment ?» a-t-il dit lorsqu'il a découvert mon travail, malgré mon diplôme en administration. « Ethan, c'est indigne de toi. »« J'aime construire des choses, répondis-je. »« Des choses qui durent. » Il a raccroché sans dire au revoir. C'était 3 ans avant que grand-mère ne tombe malade. Ma mère, Linda, était pire à sa manière. Il s'est marié à cause de son nom de famille et du statut qu'il lui apportait. Il passait ses journées au club social, organisant des événements pour des causes qu'il ne pouvait même pas nommer, juste pour apparaître dans les colonnes mondaines. Quand j'étais enfant, il me regardait parfois comme s'il avait oublié mon existence, comme un accessoire qu'il avait acheté et rangé au fond de son placard. Mes oncles représentaient un chapitre à part. Charles, l'aîné, avait déjà brûlé 5 mariages et 5 entreprises, chaque échec plus spectaculaire que le précédent. Il avait le don de transformer n'importe quelle idée en une affaire sûre, jusqu'à ce que tout s'effondre. James, le plus jeune, vivait comme si la vie était une fête sans fin à Las Vegas. Il m'appelait 1 fois par an, ayant toujours besoin d'un petit prêt, dont nous savions tous les deux qu'il ne serait jamais remboursé. Jusqu'à ce matin d'octobre qui change tout. J'étais en train d'examiner les permis lorsque mon téléphone portable a sonné. Le nom de grand-mère m'a dit sur l'écran était si inhabituel que je suis sortie pour y répondre. « Ethan, mon chéri, dit-elle, et quelque chose dans sa voix m'a alerté, une note que je n'avais jamais entendue auparavant. « J'ai besoin de te voir. Tu peux venir ce week-end ?»« Bien sûr, grand-mère. »« Tout va bien ? » ?»« Nous parlerons à votre arrivée. » Le trajet jusqu'à Cannon Beach a duré 2 heures et 15 minutes. Je l'ai fait en 100. Le manoir de bord de mer, avec ses 30 pièces de bois et de verre, se dressait sur une falaise surplombant le Pacifique. Construit en 1995, après. Son entreprise était devenue un empire mondial en 1995, mais lorsque je suis arrivée, Maggie ne se trouvait dans aucune de ces immenses pièces offrant une vue imprenable sur l'océan. Je l'ai retrouvée dans la cuisine, préparant le thé avec le même calme et la même méthode que toujours, comme si le monde ne s'écroulait pas sous nos pieds. « Cancer du pancréas », dit-elle en me versant une tasse d'une main ferme. 4e étape. L'air a quitté mes poumons. 20 mois au maximum, si la chance était de notre côté. La tasse me brûlait les paumes, mais je la tenais fermement, comme si la chaleur pouvait m'empêcher de m'effondrer. Et les traitements ? 2e avis. Il doit y avoir quelque chose. Elle hocha la tête, assise en face de moi à la petite table du petit déjeuner où, il y a des années, elle me servait des crêpes le dimanche pendant que je lui parlais de l'école. Je me battrai, a-t-il déclaré avec une détermination qui ne laissait aucun doute. Mais j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés. Quelqu'un en qui j'ai confiance. Mon père a déjà commencé à appeler au sujet d'une procuration. Tes frères reniflent comme des requins. J'ai besoin de quelqu'un qui tient à moi, Ethan. Pas avec ce que j'ai. Je déménage demain, répondis-je sans hésitation. Votre travail, votre vie à Seattle. Tu es ma famille, grand-mère. Le seul qui compte vraiment. J'ai montré la tasse. Le travail sera là à mon retour. Elle tendit la main par-dessus la table et prit la mienne. Ses doigts, aussi fins que des os d'oiseau, conservaient encore une force surprenante.
Savez-vous ce dont je me souviens le plus de vous? A-t-il demandé, avec un sourire qui portait des décennies de souvenirs. Quand il avait 7 ans, il y avait un garçon dans son école. Olivier, je pense. Son père avait perdu son emploi et il avait arrêté de déjeuner. Vous lui avez donné tout l'argent de votre déjeuner pendant un mois entier. Il est rentré affamé, mais il ne s'est jamais plaint. Je ne savais pas que tu le savais. Les mères le savent toujours, chérie. Ses yeux brillaient. Et les grands-parents en savent encore plus. C'est alors que j'ai compris, vous aviez déjà compris ce qui compte vraiment dans ce monde. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le statut. C'est le simple fait d'être là pour ceux qui ont besoin de vous. Ce soir-là, j'ai appelé mon patron et j'ai négocié un congé à durée indéterminée. En 6 heures, mon appartement à Seattle était vide. Le lendemain matin, j'ai déballé mes affaires dans l'une des chambres d'amis de Maggie, prêt à affronter tout ce qui arriverait. Aucun d'entre nous n'imaginait que ces 20 mois se transformeraient en une épreuve du feu de révélation, de douleur et de la définition la plus cruelle et la plus belle de ce que signifie être une famille. Le premier signe indiquant que la tempête était sur le point d'éclater est apparu exactement une semaine plus tard. La Mercedes de mon père s'est garée dans l'allée à 8 heures du matin, sans prévenir. Il entra sans frapper, portant une mallette en cuir pleine de documents, comme si la maison lui appartenait encore de droit. « Maman, nous devons discuter de tes atouts, annonça-t-il, ignorant ma présence à la table du petit déjeuner. Avec le diagnostic, il est crucial de protéger les actifs des enjeux fiscaux. » Maggie posa sa tasse avec un calme qui glaça l'air. « Henri, nous ne nous sommes pas vus depuis 8 mois, et tes premiers mots ne sont même pas « bonjour ». C'est important, a-t-il insisté en étalant des papiers sur la table. Signé ici et ici. Transférer simplement certains actifs vers des fiducies protégées. Procédure standard. Elle prit un des documents, lut chaque ligne avec une attention chirurgicale, puis les repoussa. Ces fiducies vous donneraient un contrôle immédiat sur mes comptes. Quelqu'un doit gérer les choses si vous devenez incapable. J'ai un cancer, Henri. Pas de démence. Sa voix était aiguë. J'ai Samuel pour les questions juridiques. Maintenant, êtes-vous venu ici pour prendre le petit déjeuner avec votre fils et moi, ou simplement pour essayer de me voler? Son visage est devenu rouge. J'essaie de t'aider. Non. Elle se releva lentement, comme pour mesurer chaque mot. Vous essayez de vous aider. Il y a une différence. Je vous l'ai enseigné il y a longtemps, même si apparemment la leçon n'a pas tenu. Il arracha les papiers sur la table et partit en claquant la porte. Par la fenêtre, je l'ai vu s'arrêter dans le jardin pour passer un appel avant de prendre la route à toute vitesse. En moins d'1 heure, le téléphone fixe sonna. C'était ma mère. Maggie, chérie. Sa voix dégoulinait de fausses mélasses dans le haut-parleur. Henri est juste inquiet. Peut-être que je devrais vous rendre visite, les gars. Aide aux préparatifs. Magnifique, Maggie l'interrompit sèchement. Vous n'avez pas mis les pieds dans cette maison depuis 3 ans. Ne commence pas à faire semblant maintenant. Le silence à l'autre bout du fil était une réponse suffisante. Lorsqu'elle a raccroché, Maggie s'est tournée vers moi avec un sourire triste. Les vautours sentaient la mort, Ethan. Observez comment ils circuleront. Elle avait raison. Au cours des 4 semaines suivantes, les attaques sont devenues plus audacieuses. Mon oncle Charles est arrivé un soir, ivre, et a frappé à la porte à 3 heures du matin. J'en ai besoin de 60 000. Il a crié quand je l'ai ouvert. Mon restaurant est en train de couler. Elle est assise sur des millions pendant que son fils perd tout. Rentre chez toi, Charles. Vous êtes ivre. Espèce de parasite. Cracha-t-il en me frappant la poitrine avec son doigt. Faire semblant d'être le petit-fils parfait, mais nous savons tous que vous n'attendez que votre part. Combien a-t-elle promis? 10%? 20? Je suis là parce que je t'aime. J'aime? Il rit amèrement. L'amour ne paie pas les factures. L'amour ne sauve pas les entreprises. Il m'a poussé fort. Appelle-la maintenant, ou j'entre. J'ai bloqué le chemin.
L'odeur du whisky aigre remplissait le couloir. Essayez. Pendant une longue seconde, nous sommes restés immobiles oncle et neveu, séparés par un gouffre d'avidité et de principe. Finalement, il recula, les yeux injectés de sang de haine. Ce n'est pas fini. Cet argent appartient à ses enfants, pas à une œuvre caritative. Quand j'ai fermé la porte, j'ai trouvé Maggie assise près de la fenêtre de la chambre, les larmes coulant silencieusement. « Est-ce que je leur ai fait autant défaut ?» murmura-t-il. « Comment mes garçons sont-ils devenus des étrangers pour moi ?» L'oncle James a choisi une voie différente mais tout aussi cruelle. Il a engagé un psychiatre pour évaluer les capacités mentales de Maggie, affirmant qu'elle n'était pas apte à gérer ses propres affaires. Le médecin s'est présenté à l'improviste un mardi après-midi, avec un sourire professionnel et un dossier à la main. « Je suis ici pour l'évaluation cognitive de Maggie Miller », annonça-t-il, comme s'il s'agissait d'une formalité. Elle lui faisait face depuis la porte, d'apparence fragile mais avec une autorité qui remplissait la pièce. « Jeune homme, j'ai construit un empire maritime à partir de rien, j'ai négocié avec les syndicats et les gouvernements et j'ai présidé les réunions du conseil d'administration jusqu'à l'année dernière. Je peux toujours battre n'importe qui dans cette maison aux échecs, réciter Shakespeare de mémoire et équilibrer mon propre chéquier. » La voix baissée, mortelle. « Quitter ma propriété avant d'appeler la police et mon avocat. » Le médecin est parti, mais James n'a pas abandonné. Il m'a dénoncé au service de protection des personnes âgées, m'accusant d'exploiter une personne vulnérable. L'enquête qui a suivi a été humiliante. Maggie a dû prouver à des inconnus qu'elle se trouvait dans sa propre maison de son plein gré, que ses décisions étaient les siennes et non celles d'un petit-fils opportuniste. Pendant ce temps, le cancer avançait. La chimiothérapie l'a laissée prostrée. Des jours où elle ne pouvait pas sortir du lit. J'ai appris à administrer des médicaments, à changer les perfusions, à l'aider à ramper jusqu'aux toilettes. Le travail physique était épuisant, mais c'était le poids émotionnel qui faisait le plus mal, voir cette femme qui avait bâti des empires et élevé une famille réduite à attendre qu'au moins un de ses enfants apparaisse sans arrière-pensée. Ma mère envoyait des fleurs tous les mois, toujours avec la même carte, « Je pense à toi. Guéris-toi bientôt, Linda. » Jamais une visite. Jamais un appel qui n'était pas protocolaire. Maggie m'a demandé de donner les arrangements à l'hôpital. Quelqu'un doit être réconforté par les gestes de mes enfants, dit-il avec un cynisme qui lui brisa le cœur. Même si je ne peux pas. Les trahisons s'accumulaient comme la neige de l'hiver, froide et suffocante. Chacune d'elles a érodé un peu plus son âme, au point que j'ai eu peur qu'elle meure de déception avant que la maladie ne l'emporte. Mais malgré tout cela, Maggie préparait toujours quelque chose. Rencontre secrète avec Samuel. Des arrangements dont il a refusé de discuter avec moi. 8 mois avant son départ, tout a changé. C'était un matin gris de février lorsque la Lincoln Town Car de Samuel Parker a roulé sur la colline de l'allée. Il portait une épaisse mallette en cuir et un enregistreur. Le même jeu que celui que tu utilisais pour tricher au poker quand tu avais 16 ans, en volant $50 à ton petit frère. Celui que tu as juré de ne jamais faire. La carte à 2 piques porte toujours la marque que vous avez barrée sur la pointe pour l'identifier. Gardez-le pour vous rappeler que tôt ou tard, toute tricherie sera réveillée. Le silence dans la pièce était si épais qu'on aurait pu le couper avec la lame de la honte. James déglutit, ses doigts tremblants cherchant inutilement le mouchoir dans sa poche. Son avocat a murmuré quelque chose, mais il n'a même pas cligné des yeux, les yeux fixés sur ce dossier en cuir comme s'il contenait non seulement des documents, mais le poids de décennies de mensonges. Continua Samuel, impassible. À mon gendre Richard, dont la voix coupe l'air comme un couteau tranchant, je laisse la collection complète de montres que vous avez tant admirées. Chacun d'eux, cependant, verra ses mains retirées et remplacées par celles qui marqueront uniquement l'heure exacte à laquelle vous avez annulé une visite chez votre belle-mère malade pour terminer des affaires urgentes. Il y a 37 horloges. 37 excuses. 37 occasions manquées d'être humain. Le masque de sophistication de Richard s'est brisé. Il ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit, mais aucun mot n'en sortit, juste un son étranglé, comme si quelqu'un lui avait serré la gorge. Ma mère, assise à côté de lui,
était si pâle que ses taches de rousseur ressemblaient à des taches d'encre sur une porcelaine cassante. Et puis Samuel a tourné la page. À mes petits-enfants, il fit une pause et pour la première fois, un éclair de quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction traversa son visage. Je laisse tout. L'air était aspiré hors de la pièce. Tout, répéta Samuel, comme s'il savourait le mot. Toutes les actions de Miller Shipping. Toutes les propriétés, y compris la maison principale, les appartements à New York et Paris, ainsi que l'île de Caroline du Nord. Tous les comptes bancaires, investissements, fonds offshore. Chaque centime, chaque actif, chaque part de capital que j'ai construit de mes propres mains. Papa s'est levé si vite que sa chaise a heurté le mur. C'est impossible. Ce n'est pas le cas, dit calmement Samuel. Et il y a bien plus encore. Il a sorti un autre document. À une condition, Ethan Alexander Miller doit être le seul administrateur de ses actifs jusqu'à ses 35 ans. D'ici là, aucun des héritiers susmentionnés. Il a regardé directement mon père et mes oncles n'aura accès à un quelconque recours à moins qu'Ethan, de son plein gré et de son jugement, ne décide de l'accorder. Toute tentative judiciaire pour contester cette clause entraînera le don immédiat de 50% de la valeur nette à des œuvres caritatives choisies par Maggie de son vivant. Le cri de Charles résonna comme un coup de feu. Elle ne peut pas faire ça. Elle l'a fait, répondit Samuel en fermant le dossier d'un clic sec. Et il l'a fait de manière irrévocable. Mon père s'avança à travers la table, les jointures blanches de tension. Vous l'avez manipulée. C'est une fraude. Elle était malade, confuse. Ah, Henri. La voix de Samuel était glaciale. Pensez-vous vraiment qu'une femme qui a bâti un empire à partir de rien, qui a survécu à une dépression, à une guerre et à 3 enfants ingrats, n'aurait pas vu cela venir? Il rouvrit le dossier et jeta une pile de rapports médicaux sur la table. Voici des certificats de 3 neurologues, de 2 psychiatres et de son médecin personnel. Il a souligné les mots confirmant que Margaret Miller était en pleine possession de ses facultés mentales le jour où elle a signé ce document. En fait, a-t-il souri, elle a enregistré une déclaration vidéo, qui sera présentée devant tout tribunal qui oserait remettre en question sa santé mentale. Ma mère sanglotait un son théâtral et calculé. Ethan, comment as-tu pu la laisser faire ça à sa propre famille? Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas de moi qu'elle parlait. C'était dans le miroir, dans le public imaginaire qui regardait toujours le spectacle de sa vie. Samuel se tourna vers moi. Ethan, en tant qu'exécuteur testamentaire, vous avez le droit de prendre immédiatement possession des documents complets. Mais d'abord il a sorti une enveloppe jaunie de la poche intérieure de sa veste. Votre grand-mère vous a laissé ceci. À lire uniquement seul. Mes doigts tremblèrent lorsque je ramassai l'enveloppe. Le papier était épais, presque rugueux, et au dos, d'une écriture tremblante mais ferme, était écrit « Pour mon petit-fils, qui a toujours su la valeur des choses qu'on ne peut pas acheter ». Quand j'ai levé les yeux, la pièce était un chaos de voix superposées, de menaces et de fausses larmes. Mais tout me semblait lointain, étouffé, comme si j'étais sous l'eau. Parce que, pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Le genre de richesse qu'aucune banque ne pourrait conserver et qu'aucun avocat ne pourrait voler. Cette enveloppe, avec son papier jauni par le temps et son encre qui sentait encore la rose séchée, pesait plus que tous les contrats et actes que ma famille avait jamais signés. Parce que là, entre ces lignes manuscrites, se trouvait le seul héritage qui comptait vraiment, la preuve que je n'étais pas comme eux. Le vent a frappé durement la falaise, soulevant le sable et le sel de l'océan, comme si la nature elle-même voulait effacer les traces de ceux qui avaient transformé l'amour en monnaie. Au-dessous de moi, les vagues s'écrasaient contre les rochers avec une fureur qui faisait écho à la haine de cette salle d'avocat. Mais je n'entendais plus les cris. Juste sa voix, basse et ferme, comme elle l'avait toujours été lorsqu'elle m'avait appris que les choses les plus précieuses sont celles qui ne peuvent être achetées, vendues ou volées. Tu n'es pas comme eux. Ces mots, griffonnés à la fin de la lettre, étaient le verdict que ma grand-mère avait laissé non seulement à moi, mais au monde. Elle n'avait pas besoin d'un testament pour le prouver.
Tout ce que j'avais à faire était de regarder les choix que j'avais déjà faits, les nuits à l'hôpital en tenant la main d'un inconnu parce que personne d'autre ne le ferait, les week-ends à construire des maisons pour des familles qui avaient tout perdu, les dîners que je partageais avec des gens que ma famille qualifierait des inférieurs. J'étais riche bien avant que cet argent n'existe. Je ne le savais tout simplement pas. Les 1,5 million de dollars du fonds n'étaient pas un cadeau. C'était un miroir. Chaque fois que je fais un chèque pour payer une facture médicale ou un paiement de loyer en retard, je vois mon reflet dans les yeux du destinataire non pas comme un sauveur, mais comme quelqu'un qui comprend que la véritable abondance ne consiste pas à avoir, mais à pouvoir donner. Ma grand-mère ne m'a pas laissé d'argent. Elle m'a laissé une mission, transformer sa fortune en quelque chose que ni l'avidité ni le temps ne pourraient détruire. La réservation qui porte mon nom est presque prête. Les enfants courent sur le sable où, auparavant, seuls les pieds de ceux qui pouvaient se permettre ce privilège pouvaient fouler le sable. Les familles organisent des pique-niques où ma famille n'a vu que des dollars. Et moi? Je m'assois sur le même banc en bois où ma grand-mère m'a appris à pêcher, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en orange et je souris. Parce qu'elle a gagné. Ils ont peut-être perdu une fortune, mais j'ai acquis un héritage. Et les héritages, ma chère, sont la seule chose que ni la mort ni les avocats ne peuvent vous enlever. Quelque chose qui en vaut la peine, quelque chose qui transcende les billets d'1 dollar et les clauses contractuelles. La semaine dernière, les portes de la réserve se sont officiellement ouvertes. Des centaines de familles étaient présentes dès le premier jour. Les enfants construisaient des châteaux de sable où fleurissaient autrefois les roses soigneusement taillées par ma grand-mère. Des adolescents riaient en jouant au volley-ball dans l'espace qui abritait autrefois une fontaine en marbre importé, une décoration inutile pour exhiber sa richesse. Un couple de personnes âgées partageait des sandwichs sur le même banc où grand-mère et moi déplacions les pièces d'échecs au son des vagues, tandis que le soleil disait au revoir à la journée avec le même faste que toujours. C'est alors qu'une fillette, âgée de 6 ans à peine, a couru vers moi, le doigt tendu vers la pancarte nouvellement dévoilée. « C'est toi, Ethan ?» J'ai hoché la tête. « Pourquoi ton nain est-il sur le parc ?» Je souris en m'accroupissant pour être à la hauteur de ses yeux. Ma grand-mère voulait que tout le monde ait un bel endroit pour voir la mer. Elle fronça les sourcils, pensive. Pensait-elle que les meilleures choses de la vie devraient être gratuites? Exactement. Une autre pause. Elle est cool. Elle est là. J'ai regardé autour de moi, les rires, les vagues qui s'écrasaient sur le rivage, les sourires de gens qui ne connaîtront jamais le nom de Maggie Miller, mais qui récolteront les fruits de son dernier combat contre l'avidité. D'accord, répondis-je, ma voix un peu rauque. Elle est dans chaque petit instant. Si cette histoire vous a ému, c'est parce que vous l'avez compris, la famille ne se mesure pas au lien du sang, mais à celui qui reste lorsque le monde s'effondre. Partagez ceci avec quelqu'un qui doit se rappeler que la richesse n'est pas ce que vous accumulez, mais ce que vous laissez derrière vous, non pas dans vos coffres, mais dans votre cœur. Et si vous pensez que les meilleurs héritages sont faits d'amour et non d'argent, laissez-le dans les commentaires. Qu'est-ce que la vraie richesse pour vous? Car ici, nous racontons des histoires de rédemption, d'amour qui surgit là où on ne l'attend pas et d'héritage qu'aucune volonté ne pourrait contenir. Ne manquez pas les prochains chapitres de ce voyage. Inscrivez-vous, activez la cloche et rappelez-vous, la plus grande richesse que vous puissiez recevoir ou laisser derrière vous n'a pas de prix. C'est la certitude qu'après tout, on était vraiment aimé.